Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On a un petit peu tapé sur Apple hier, je m'en excuse d'avance, j'ai eu pas mal de désabonnements et quelques commentaires. Dans ce sens-là, j'ai eu quelques débats aussi avec des membres du Discord, plutôt constructifs, donc je vous en remercie. Mon point de vue n'a pas changé, oui, effectivement, ça avait été déjà initié Google, Apple, c'était en 2020, ils étaient revenus en arrière, puis finalement ils avaient mis 15% au lieu de 30% in-game ou in-apps, si vous voulez, à l'intérieur même des applications. Il n'y a pas de choses personnelles par rapport à Apple. Si vous êtes pro Apple et vous adorez les technologies Apple, vous avez totalement raison. Ce sont d'excellents produits, même si hors de prix. On peut éventuellement l'anticiper comme ça, en tout cas par rapport à une large concurrence sur les smartphones, sur les ordinateurs, sur le software ou le hardware. J'ai rien de personnel par rapport à Apple, j'aime beaucoup les produits Apple, c'est juste que j'essaye toujours de me mettre dans une forme de psychologie d'une majorité d'individus. Et je pense que c'est 80% du business quand vous êtes investisseur ou trader. Il faut se forcer à se mettre directement dans la peau de la majorité. Si vous êtes le seul à comprendre, à voir quelque chose que la majorité ne voit pas, eh ben il est fort à parier que finalement vous ayez tort in fine et que vous ne soyez pas dans le bon sens ou dans la bonne direction du mouvement. C'est extrêmement important de le dire et de le rappeler, puisqu'aujourd'hui 80% de l'investissement, c'est de la psychologie. Et les cycles de psychologie, bien évidemment, et les mouvements de capitaux, et des cycles, si vous voulez, des marchés financiers dans sa globalité. Blague à part, donc rien de personnel contre Apple, aucune entreprise. J'ai déjà, d'ailleurs, en parlant d'investissement, j'ai fait un investissement sur NIO, notamment sur Snapchat. Vous voyez, je pars dans une direction sur des véhicules plutôt large public, voire de luxe électrifié, et côté Snapchat, plutôt sur des applications américaines. Donc vous voyez que je vais un petit peu partout. En tout cas, j'essaye de pondérer et d'arbitrer, voire de diversifier mon portefeuille partout sur la planète, et je pense que c'est une bonne dynamique. Il ne faut pas rester bloqué ou 100% quelque chose, et rester surtout sur des certitudes. Hein. Aucun jugement de valeur, aucune certitude sur les marchés financiers. Je rappelle, quelle que soit la situation dans laquelle on est, l'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. On parlera Bitcoin, on parlera Ethereum, on parlera de tout ça, d'XY également. On essaiera de comprendre où est-ce qu'on se trouve actuellement sur ces niveaux de prix et on verra un petit peu ce qui peut nous attendre dans les prochains jours, prochaines potentiellement semaines. On aura de toute manière un catalyseur novembre, donc début novembre par rapport au FOMC, les taux directeurs de la Banque centrale américaine. On a eu un petit clin d'œil par rapport à la Banque du Canada, la BOC. Je trouvais ça très intéressant peut-être de vous en parler. Ont-ils, oui ou non, mis le pied à l'étrier de la Fed par rapport à une décision prochaine? On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouvez le lien dans la description. À l'intérieur, vous y trouvez dans l'onglet « Annonce tous les résultats des entreprises ». Donc c'est un petit peu les yeux des opérateurs de marché sont actuellement là-dessus. Meta, un petit peu déçu pour le coup. On avait aussi Microsoft et Alphabet, donc Google qui avait également un tout petit peu déçu. Ce soir, nous avons Apple, Amazon, les deux derniers gros mastodontes. Je suis aussi très attaché à Intel. J'attends Intel parce que j'ai potentiellement un bon investissement à mettre dans Intel que j'ai préparé. Donc je serai aussi très content d'observer Intel. Vous avez eu Twitter, vous avez eu Shopify, vous avez eu plusieurs choses, donc plutôt mitigé pour le coup par rapport aux opérateurs de marché, par rapport au consensus, bien qu'ils avaient très fortement dégradé leur consensus sur les derniers mois, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la clôture de la bougie suivante de la journée. Est-ce que c'était juste une prise de liquidité ou est-ce que finalement le marché a bien décidé de continuer à se dégrader? On va essayer de répondre tant bien que mal à cette question dans cette vidéo. Vous y trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Côté Bitcoin, on se retrouve dans une situation relativement inconfortable. Donc qu'est-ce que c'est cette situation inconfortable? On va poser la question, Hermès, est-ce que tu penses que ça va continuer à monter? Est-ce que tu penses que ça va éventuellement descendre? Est-ce qu'on est en somme où on est? Donc vous avez en réalité des petits carrés jaunes qui représentent sur Ishimoku Kinkoyu, sur des déséquilibres, donc des imbalances, sur en fait énormément de choses. Potentiellement des résistances. Une résistance qu'on a breakée, 2 résistances qu'on commence à bloquer, 3 résistances, 4 résistances, 5 résistances, et puis après on irait potentiellement aller chercher le haut de ce range. Je rappelle, quelque chose de très important. Si on vient du bas du range vers le haut du range, on va chercher les bottoms de marché juste, je sais plus, je les vois pas, ils sont là, pardon. Si on vient chercher les 0,50%, donc du bas vers le haut du range, si on réintègre le milieu du range, vous avez 80% de chance d'aller visiter quoi? Le haut du range, mais pour l'instant nous n'y sommes pas, vous voyez, c'est exactement les fameux 21 500 $. Si on commence à venir dans les 21 500 $ et qu'on commence à travailler et qu'on break
potentiellement par le haut dans une zone de rechargement de short court terme par rapport au précédent mouvement, le fameux high par rapport à un low, à ce moment-là, vous aurez 80% de chance d'aller visiter le haut du range. Ici, vous n'avez pas 80% de chance. Ici, vous avez plutôt beaucoup de chances de retrouver le bas du range juste pour une forme de prise de liquidité. Et c'est exactement ce qu'on observe. Actuellement, on est simplement en train de faire de la chasse à la liquidité. Ni plus ni moins. D'un point de vue très algorithmique, vous venez pile de pinguer sur les 0,618 juste là par rapport à une zone de rechargement de vente logique qu'on avait bien évidemment identifié ensemble. C'est purement algorithmique. L'objectif des vendeurs maintenant, et pas des petits vendeurs, je parle des gros vendeurs à découvert, c'est de repousser ce prix plus bas pour faire un nouveau lot. D'aller casser les fameux 17 600 $. Pardon. C'est ça l'objectif des gros vendeurs. Et pourquoi on sait qu'il y a des énormes vendeurs ici? C'est extrêmement simple. En fait, vous vous mettez en horaire et vous voyez que ça galère. En fait, toutes ces grosses poches ici, en réalité, sont vendues. Et sont vendues massivement. Pourquoi on le sait? Parce que vous avez des énormes clusters de liquidité et de liquidation qui ont été forcés au marché. Ici, j'ai mis que FTX parce que c'est potentiellement le seul truc qui est à peu près viable. Si vous mettez Binance ou si vous en mettez d'autres, il n'y en a pas, donc j'ai tout viré, j'ai mis FTX et je l'ai mis en US dollars. Bon, bref, vous avez 150 millions de dollars, 160 millions de dollars, 120 millions de dollars. Ici, vous avez 120 millions de dollars, etc., etc. Bon, grosso modo, on arrondit. Si on prend FTX et on peut faire éventuellement un calcul très rapide psychologique, c'est plus de 1,5 milliard de dollars de liquidation de vendeurs à découvert. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans cette situation-là, vous avez liquidé 1,5 milliard de dollars en équivalent USDT vis-à-vis de Bitcoin, sur Bitcoin. Pourquoi le prix n'explose pas au nord en réalité? Parce qu'il y a des vendeurs à découvert qui capturent cette liquidité-là pour rajouter de façon extrêmement massive des ventes. Tout simplement. Sinon, on ne pouvait pas avoir cette forme de consolidation. On aurait dû en fait transpercer très fort vers le haut. Et c'est malheureusement pas ce qu'on observe. Donc actuellement, on doit statuer sur quelque chose. Si on doit mettre une définition sur cette situation, c'est ni plus ni moins qu'une capture de liquidité. Qu'on le veuille ou non, c'est de la capture de liquidité. Qu'est-ce qu'il faudra? Faire de nouveau plus haut. Et au minimum, aller chercher les 21 500 $ et accepter au-dessus des 21 500 $ qui représentent donc notre milieu de range qui aura potentiellement 80% de chance d'aller visiter ce haut du range et advienne que pourra sur les 25 000 $. Mais actuellement, dans ce contexte et dans cette dynamique de marché, l'objectif, c'est d'aller plus bas. Maintenant, ce que je dis, c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire que je connais l'avenir. Après, il faut regarder éventuellement des formes de catalyseurs. Le catalyseur, vous l'aurez probablement lors du FOMC. On peut continuer à travailler, même si on peut convenir d'une forme d'acceptation au-dessus de ce range précédent. Et bien sûr qu'on peut se l'accorder. Par contre, il y a des choses qui me dérangent. C'est toujours la même chose par rapport aux options. Vous avez des options au niveau des clusters de 28. Vous avez un expected price à 19 500 $ et vous avez un strike price à 20 000 $. Donc, je comprends qu'il y ait des opérateurs de marché, des personnes très bien intentionnées, en somme, de la smart money, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, qui essayent de défendre en réalité leur put. Leur call, pardon. Ils ont pris des calls, ils sont certains de pouvoir acheter du Bitcoin à 20 000 $. Si le Bitcoin est au-dessus de 20 000 $, lors de l'expiration, donc vendredi, c'est demain, à ce moment-là, ils seront exécutés en gain. Si le prix est en dessous des 20 000 $, donc très proche des 19 500 $ pour faire un maximum de souffrance à un maximum de personnes, à ce moment-là, ces gens-là ne gagneront pas. Et honnêtement, on n'est pas loin de réintégrer les 20 000 $ ou sous les 20 000 $. Est-ce que ça remettrait en cause en fait toute notre dynamique? Non. En réalité, ça ne remettrait pas en cause forcément notre dynamique. On pourrait très bien revenir faire une neckline d'un précédent. Ici, W en daily, vous le voyez ici. On peut faire la neckline par exemple dans la journée. Essayer de travailler un petit peu, peut-être un tout petit peu dégradé, revenir chercher une toute petite neckline d'un précédent W daily également là, parce qu'on avait des W dans des W dans des W, et puis derrière, repousser ce prix. Mais partez du principe qu'il y a beaucoup de bootmakers qui voudront très probablement envoyer le Bitcoin sous les 20 000 $. Et je vous le dis, ce ne sont pas des petits portefeuilles. Surtout, si on est chaud à faire du levier là-dedans. Si on pense que ça doit aller plus haut, le risk management est dégueulasse en réalité. Puisque le maximum qu'on peut éventuellement encadrer, c'est le milieu du range. Il faut vraiment le comprendre comme ça. Donc partez du principe que vous vous mettez ici, il n'y a aucun problème avec ça. Je le suis tout à fait. Vous allez targeter le milieu de range, donc les 21 570 $ ou 21 500 $. Quel est votre risk management? Regardez un petit peu. Il est où? En dessous de la précédente structure? Un risk management de 0,35? Parce que c'est ça l'objectif en réalité. C'est d'aller chercher une zone de rechargement de vente logique et de prendre du TP. En fait, on ne peut pas acheter ce marché. C'est trop tard.
ou beaucoup trop tôt. Attendez éventuellement des retracements. Et dès que vous allez commencer éventuellement à voir le prix se déprécier, vous allez commencer à avoir des choses qui sont très intéressantes. Boum! Ratio de 1 pour 1 sous la précédente structure, ratio institutionnel, exactement sur les 19 850 $. Là, ça devient réaliste. On peut éventuellement anticiper et acheter le dip. Si Bitcoin décide de revenir sur les 18 800 $. Donc, est-ce que je suis bearish, est-ce que je suis bullish? En fait, je suis ni l'un ni l'autre, je suis foncièrement bullish, on me traite de permabère, mais je suis obligé de vous, entre guillemets, prévenir de cette situation qui n'est malheureusement pas, j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on voit et des datas qui s'offrent sous nos yeux, n'est pas très bullish. Donc les idiotistes diront, mais Hermès, t'as raison, parce qu'en fait, il y en a une 2, une 3, et il faut aller chercher une 4, puis aller chercher une 5, et en effet, ça pourrait éventuellement passer. Donc, tout ce qui est Ioti, Shichimoku, Kinkoyo et tout ce que vous voulez, ce ne sont que des billets de confirmation. On se crée en réalité des billets de confirmation. Une ici, une 2 ici, une 2 par, j'en sais même pas où est-ce que vous voulez la mettre. Ici, potentiellement une 3, on peut éventuellement la mettre là ou la mettre un tout petit peu plus tard, mais on peut éventuellement la mettre là. Mettre une 4 ici sans revenir chercher la 1, et puis aller chercher une 5 si vous voulez, 21 500 ou 22 000 $, je sais pas trop où, vous voyez ce que je veux dire. Et puis potentiellement, alors c'est peut-être pas très bien fait, que je le mette ici, mais vous avez compris un peu l'idée, c'est pas invalidant. Donc un marché n'est pas unidirectionnel, ça ne fait pas que monter. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop violent avec vous, j'ai pas envie de vous dire si on va partir dans les bas-fonds du désespoir, mais ce que je suis en train d'observer sous les yeux, bah, c'est ni plus ni moins en fait que de la chasse à l'équité pour le moment. Si le cours s'est arrêté ici, à la cassure de ce range, parce qu'on le voit très très bien au niveau de ce range, hein, haut de range ici, on peut le mettre ici, bas de range, bah, beaucoup plus bas, vous l'avez compris un peu l'idée, dans une zone de liquidité d'achat, vous pouvez bien sûr l'imaginer, on capture la liquidité pour aller chercher en fait les acheteurs actuellement. Il faut comprendre aussi quelque chose, c'est fondamental, c'est même capital. Ce que vous êtes en train d'observer ici, que vous soyez en fait en short ou en long à ce moment-là, bah, c'était à peu près une chance sur deux. Vous lancez en fait une pièce en l'air, vous avez 51% de chance d'aller voir plus bas et 49% de chance d'aller voir plus haut. Bon, c'est le fameux zéro entre guillemets au niveau du casino, bah là c'est plutôt les acheteurs qui ont gagné. Ce qu'on est en train d'observer en termes de liquidation, vous avez à l'infinitésimal exactement la même chose si on était parti au sud. Il faut vraiment le comprendre. Je le dis, je le répète, je ne voudrais pas qu'on laisse passer ça. Je ne veux pas qu'on laisse passer des poches de liquidité qui sont complètement évidentes sous les 18 000 $. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas allé. Alors, il y a des énormes baleines qui achètent, qui valident entre guillemets et qui défendent leur longue, qui sont extrêmement massifs. Oui, je l'entends. Et ça aurait coûté extrêmement cher, probablement aux bookmakers, aux market makers ou au CZ. Alors, c'est pas vraiment les market makers, mais c'est plutôt aux gros patrons d'exchange, d'aller dire on va aller chercher la liquidité sous les 18 000 $, mais ça ferait gagner en fait beaucoup de vendeurs à découvert. Sauf que maintenant qu'on donne raison, entre guillemets, à ceux qui ont long ce marché, avec des ratios qui sont pas si importants que ça, puisqu'en réalité, on l'a bien vu, c'était plus près des 19 500, 19 100 $ qu'on a quand même beaucoup échangé au niveau des longues et au niveau des shorts. Plus de shorts que de longues, mais aujourd'hui, il reste beaucoup plus de quoi, en fait, sous les 19 000 $. Bah, beaucoup de longues, faut bien le comprendre comme ça. Et généralement, dans ces contextes de marché où l'émotionnel et la psychologie est très présente, on va chercher dans les deux sens. On ira probablement chercher dans les deux sens. C'est pas moi qui le dis, c'est le marché qui le dit. Et je revois en fait cette situation psychologique d'antan, c'est lorsqu'on était en réalité en juillet dernier. C'était exactement ici. Donc il y avait beaucoup plus de volatilité, on se l'accorde, mais grosso modo on va chercher les hauts, puis derrière on va chercher les bas, parce qu'on vient même pas clôturer au-dessus entre guillemets de notre milieu de range, derrière on va chercher des liquidités, ici on vient même chercher les fameux 30 000 $ ou 29 700 $. Ici, on prend la liquidité et là, on peut repartir. C'est vraiment, alors c'est pas forcément mon scénario, mais c'est ce que j'attends en réalité comme terme de fractal. Si vous voulez, voilà, un petit peu comme ça. Donc je trouvais ça intéressant éventuellement de vous en parler. Également, on arrive sur un hic, on a parlé des options par rapport au total market. Total market, très important. Vous avez en fait cette oblique en weekly ici sur le total market qu'on avait tracé, donc Bitcoin l'a traversé, me semble-t-il qu'Ethereum aussi l'a traversé, mais le total market ne l'a pas traversé encore. Donc on vient chercher la première oblique par rapport à ce tout petit range, mais là vous êtes en train de le bloquer et on va commencer par bloquer sur cette magnifique oblique ici en rouge, que vous-même vous la mettez en blanc, on la verra beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? Ouais, et ben en réalité on break, on bloque. On bloque pourquoi? Parce que ce sont des objectifs de vente ici, des take profits. Alors que vous avez tout sous les yeux. Vous avez une magnifique structure des W, dans des W, dans des W qui sont complètement validés. On est en train de chercher les poches de liquidité. On bloque sur une oblique.
prise de take profit et liquidation bien sûr de vendeurs à découvert. On l'a vu juste avant. Dès lors, des gros vendeurs à découvert peuvent se remettre ici pour éventuellement essayer d'aller chercher beaucoup plus bas. Ils ont une zone de rechargement de vente logique entre les 618 et les 786, donc on peut éventuellement breaker, sortir tous les vendeurs à découvert et puis derrière aller chercher un peu plus bas. Soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. C'est pas encore to the moon comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. On attendra vraiment de se mettre au milieu de ce range. Est-ce qu'on y est d'ailleurs au niveau du total market parce qu'on était un petit peu plus apprécié au niveau du total market. C'est impressionnant, hein. Voilà. Bon, on peut pas faire mieux en termes, entre guillemets, de milieu de range. 0,50 juste ici, on est exactement ici. Si on commence à avoir une acceptation bougie weekly au-dessus de ça et qu'on commence à faire un truc comme ça, à ce moment-là, on dit qu'il y a 80% de chances d'aller chercher le haut du range. Ok, actuellement, on a plutôt des chances de retrouver un bas de range. On vend les hauts de range, on se fait piéger par rapport à des vendeurs à découvert, on va chercher les bas de range. Ça, c'était super important. Des choses qui vont arriver aujourd'hui, qui sont plutôt importantes, au niveau des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. On a un consensus de plus 0,75, au même titre qu'au niveau du taux du Canada, qui avait un consensus à 0,75, et qui a finalement décidé de faire du 0,50, qui a pour le coup donné un petit élan au niveau marché, notamment de Wall Street. On était relativement contents. Vous aurez cette annonce-là, donc à 14h15, heure française, et vous avez aussi le PCE Score, me semble-t-il, au niveau de... Je le vois pas là, mais je croyais que c'était aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui le PCE Score peut-être pas, ou c'est pas en 3 alors, c'est en 2 éventuellement. Je sais pas, j'ai pas vu. Il est où mon PCE Core? Bon, c'est pas très... Ah voilà, ouais, c'est ça, indice PCE Core annuel, donc la Fed regarde, on le sait, plutôt le trimestriel, donc ce sera quand même une bonne information à avoir. Donc il y a beaucoup de choses qui vont passer aujourd'hui, pas forcément de grandes... avec beaucoup de volatilité derrière, ou en tout cas une grande attente, mais c'est quand même 2 étoiles sur toi, c'est quand même pas rien. Donc on sera vigilant, ça arrivera à 14h30, peut-être, attendons-nous à de la volatilité, à 1 heure de l'ouverture de Wall Street. Ça, c'était super important. Côté DXY, on a eu cette petite conversation avec Nono le Pro, me semble-t-il, sur le Discord, donc c'était toujours très intéressant. Il m'a dit pourquoi t'es un peu bearish. Non, je suis pas bearish, j'attends les clôtures de bougies. Donc ici, vous avez une magnifique clôture de bougies sous la précédente structure. Donc nous venons, félicitations, en daily, de retourner cette dynamique tendancielle au niveau du DXY. On a un high plus bas que le précédent et un low plus bas que le précédent. Nous avons bien en daily retourné cette dynamique tendancielle de court terme égale daily, moyen terme égale weekly. Et ici, si on vient à clôturer, et ça c'est important, parce que c'est pas tous les jours pour le coup, donc on le regarde, ici vous avez la neckline. Neckline d'un M-top, j'ai dit W juste avant, donc M-top, pardon, M-top en mensuel, en weekly. Si jamais on vient à clôturer en dessous des 110, prieront au niveau du DXY, donc de la clôture de vendredi soir, demain soir, à ce moment-là, vous aurez un magnifique M-top en weekly. Ça, c'est une structure de retournement. Voilà, au niveau du DXY. Donc on pourra revenir chercher potentiellement le pullback. On peut aller chercher les vendeurs les acheteurs un petit peu trop en levier sur Bitcoin et sur les marchés traditionnels. Mais pour le coup, on aura vraiment la structure. Les structures sont données, généralement, elles sont plutôt bien respectées sur les marchés traditionnels et encore plus sur le Forex. Le DXY, typique Forex. Ok pour ça? Donc je trouvais ça très intéressant. Pour le coup, c'est plus une petite lumière au fond de la grotte. Là, c'est plutôt le phare. Le phare d'un bateau au loin qu'on voit relativement de loin. Ce type de choses, je les considère comme quelque chose de très important et très significatif par rapport aux prochaines semaines. C'est vraiment des structures qu'on peut tirer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Peut-être que d'ici à mi-2023, on verra des nouvelles choses très intéressantes. Tant que vous avez un DXY et un dollar qui s'affaiblit, mécaniquement, vous avez un Bitcoin et des valeurs traditionnelles ou des valeurs à Wall Street qui s'apprécient. Pourquoi? Parce que toutes sont corrélées en dollars, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ça, c'était super important. On finit juste par rapport à Meta, etc. Et il faut regarder, Meta, ça a été hier, me semble-t-il, donc ça perd 4% en prêt, voilà, ça a été validé. Donc on est au-dessus au niveau du revenu, donc chiffre d'affaires, mais bénéfices un tout petit peu en baisse. Donc pour le coup, c'est pas forcément négatif. On s'attendait éventuellement à voir à pire, même si ça avait quand même été fortement dégradé par rapport au trimestre, par rapport à l'année dernière. Vous le regardez ici, vous l'avez, par rapport au trimestre de l'année dernière. On va revenir en daily, vous avez toutes les informations. Ici, on est donc en octobre, juste là, et puis il faut revenir en octobre de 2021. Vous regardez ici, comme ça vous permet d'avoir une situation globale. Ici, vous aviez 29 estimés, et puis là, vous avez 27 estimés. Donc, c'est pas si éloigné, si vous voulez. Ils ont perdu du pognon. Je dis pas complètement contraire, ils ont perdu 2 milliards.
Mais est-ce que 2 milliards de pertes par rapport à N-1 dans le contexte actuel vis-à-vis de la publicité, vis-à-vis d'une récession promise, est-ce qu'on l'a pas déjà pricé cette récession avec moins 70%, voire moins 70%, notamment sur Meta, vous avez un falling wedge juste ici, on fait potentiellement le fake out. Je commence à m'intéresser à Meta, surtout qu'il y a quelques dissonances entre le fondateur donc Mark Zuckerberg et ses actionnaires vis-à-vis de son entêtement vis-à-vis au métaverse, par rapport au cash qui crame. Grosso modo, virez des gens et arrêtez vos conneries de métaverse. C'est à peu près le discours qui est tenu par des actionnaires relativement virulents. Voilà, je vous ai à peu près résumé. Ce qui est quand même important à reprendre, c'est par rapport à Microsoft, parce que ça c'était avant-hier au niveau de Microsoft. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la bougie suivante. Est-ce qu'on a eu une réintégration ou est-ce qu'on a eu une acceptation? Et le problème, c'est qu'on a eu une acceptation. On ouvre donc en gap par rapport à la bougie donc d'hier. Ça a été ici, on a les annonces. Derrière, post-market, derrière ça chute. Et malheureusement, on fait une très mauvaise bougie parce qu'il n'y a pas de réintégration. Ceci n'est pas bullish. Même chose pour Google. Si vous prenez Alphabet, c'était donc avant-hier, pareil pour Alphabet, on veut des réintégrations. Et bien malheureusement, on n'a pas eu une réintégration. On a eu en réalité une dégradation. Et ça, malheureusement, c'est pas bullish. Il faut très rapidement en fait rattraper. Ça veut dire qu'on était en deçà des attentes du marché. On peut le comprendre, bien qu'on ne soit pas très très éloigné non plus. On veut pas non plus, faut pas jeter la pierre, mais relativement éloigné. Enfin 1%, enfin 2-3% près, ou 16% par rapport... Bon, c'est quand même relativement éloigné. Ce qu'on veut, si éventuellement le marché le prend bien, ou si c'était un fake, entre guillemets, dump, eh bien il faut une réintégration le lendemain, voire demain ou plus tard par rapport à la clôture au niveau de Wall Street. Et pour l'instant, c'est clairement pas ce qu'on observe. Hein, ça, c'est très important. Donc, est-ce qu'on achète ça? Bah, malheureusement, non. Il faudra bien sûr attendre de la construction, voire des acceptations, voire une réintégration et une structure, pourquoi pas. Ok, donc on se met en retrait par rapport là aux valeurs technologiques, ce qui malheureusement ne m'invite pas à penser que ça y est, Bitcoin va partir to the moon. Je suis plutôt en fait dans une forme de chasse à la liquidité et je suis pas forcément permabull ici, même si je suis pas permabear, mais je voulais vraiment vous en parler. Je fais juste un petit décroché d'ailleurs en parlant de ça parce que je suis en train de travailler avec Bybit, vous savez, partenaire Bybit, par rapport à un portefeuille en Web.3 et ils ont sorti une petite news. Et vous connaissez toujours 15% de frais d'intérêt sur les contrats futurs, vous avez mes liens dans la description, donc je suis partenaire Bybit depuis maintenant plusieurs mois. Derrière vous avez 45$ offerts directement sur les contrats futurs, n'hésitez pas à aller vous inscrire à l'événement si vous vous inscrivez depuis mon lien, et vous avez aussi la possibilité de pouvoir staker jusqu'à 12% de 0 à 500$, que ce soit sur USDT ou BUSD, vous avez aussi 8% de 0 à 500$, je trouvais ça plutôt intéressant, je l'ai fait personnellement, donc j'ai mis 1000 balles là-dedans, je trouvais ça intéressant plutôt que de les laisser mourir sur un livret A. Très intéressant. Web.3, Bybit en part dans la révolution. Web.3 en toute sérénité. Pourquoi toute sérénité? Parce qu'on met l'accent sur la sécurité. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est important et pourquoi c'est pas une mauvaise chose en réalité de mettre l'accent dans une forme d'adoption de masse vis-à-vis des nouvelles technologies qui sont liées de près ou de loin au Web.3. On est vraiment au tout début de ça. Il y a même des vidéos qui sortent actuellement sur l'idée même du Web.3 et la conceptualisation du Web.3, comme quoi on serait dans les début des années 90 par rapport à Internet, et je trouvais ça plutôt intéressant. J'essaierai de vous retrouver cette vidéo-là d'ailleurs. Donc c'est extrêmement simple. Si vous voulez vous en profiter, vous allez sur l'annonce, ici, Bybit Web.3, vous cliquez là, vous avez directement en fait créé mon portefeuille, en un clic c'est fait, et vous avez des premiers outils que vous pouvez directement utiliser, donc Illuvium, vous en avez Lido, vous en avez vraiment un paquet Uniswap, avez Axie Infinity, Stepn, etc. The Sandbox, en fait ils ont mis plein de trucs, ils ont sélectionné je pense les trucs qui étaient plus ou moins les plus hypés, et ça permet en fait trois choses. Je le rappelle, ça sert à quoi? Vous pouvez aller par exemple sur Axie Infinity, vous allez chercher des NFT, vous pouvez ouvrir, donc c'est directement corrélé à vos wallets, et vous allez en réalité, lorsque vous allez chercher des NFT ou acheter des NFT, ça va directement s'incrémenter dans votre wallet, directement corrélé à Bybit ici. Ce sont des wallets custodiales, ça veut dire que les clés privées sont détenues directement par Bybit. Mais c'est pas forcément péjoratif, parce que je peux l'entendre. Ceux qui sont encore là, on est plutôt à même de décentralisation, si on n'a pas nos clés, on n'a pas nos coins, etc. Mais partez du principe sur le monde de demain. Ça dérange en fait peu de personnes de ne pas avoir ces clés privées ou de ne pas avoir à la main en réalité sur ces données. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'augmenter de façon relativement importante la sécurité. Ça permet aussi d'avoir une forme de facilité d'accès hors du commun. Et la troisième chose, ça permet d'avoir beaucoup plus de rapidité. Pensez bien que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de créer des wallets non custodiales pour pouvoir agrémenter et intégrer par de l'interopérabilité
tout en fait ces données ou tous ces outils, si vous voulez, liés de près ou de loin au Web.3. Donc c'est plus facile de faire des wallets custodiales et je ne pense pas que ce soit une mauvaise solution. Il faut quand même avoir un minimum confiance, bien sûr, aux échangeurs sur lesquels on accède. Donc ça, c'est quand même super important. Mais je l'ai un peu essayé, j'ai un petit peu trifouillé, et franchement, c'est super smart, et c'est super facile, c'est super rapide. Et si vous voulez mettre juste un tout petit doigt de paix dans le Web.3, et ben c'est, je pense, un premier pas plutôt finement joué pour pouvoir éventuellement en profiter. Donc vous avez tout dedans, la DeFi, vous avez GameFi, vous avez les NFT, vous avez tout ce que vous voulez, beaucoup de choses qui vont arriver. Donc c'est quand même relativement nouveau vis-à-vis de Bybit, et ils l'ont dédié, hein, vraiment, c'est bybit.com Web3. Et je trouvais ça plutôt intéressant au niveau de l'approche. J'aimerais vraiment que, pour ceux et celles, je sais que vous êtes très nombreux à avoir Bybit comme exchange, j'aimerais vraiment que vous y alliez faire un petit tour et qu'on se fasse un petit retour d'expérience par rapport à ça, et j'en reparlerai un peu plus en détail. Mais voilà, en tout cas, pour le coup, chapeau, je trouve ça super bien fait, super rapide, super intuitif. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas celles et ceux qui ont Bybit, je trouvais ça très intéressant par rapport à ça. Je finis juste sur Orpea et sur Crédit Suisse. On commence par Orpea, est-ce qu'on achète ça? Non, on n'achète pas ça. Eh ouais, on n'achète pas ça. Ça se dégrade de façon extrêmement forte, ils trouvent pas de solution, ils sont en train de mourir. Ils ont d'ailleurs, avant-hier, me semble-t-il, je vous en avais parlé, avaient levé les cotations. Donc derrière, vous aviez une cotation, je vais passer en daily, vous le voyez très très bien. Ici, ils ont levé la cotation, ils ont suspendu la cotation. Derrière, ils rouvrent la cotation. Ça perd 50% le bébé. Hein. Donc il faut faire super gaffe, parce que là, on n'attend plus rien. Hein, c'est potentiellement une faillite restructurante. Donc on laissera probablement pas tomber des centaines de milliers de personnes âgées, je dis pas complètement le contraire, mais tout le monde se casse de ce truc-là, hein. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. BlackRock et d'autres vendeurs à découvert rachètent leur position short sur Orpea, ok pour ça. Alors, c'est important parce qu'il faut bien sûr racheter ses shorts avant la faillite, hein. C'est toujours la même chose, c'est important quand même, parce que si vous avez plus de cotation, c'est un peu compliqué, donc eux le savaient probablement déjà, donc derrière ils sortent les shorts, évidemment, on joue pas avec le feu. JP Morgan et Chase saucent la participation. Ils se barrent, tout simplement, de Orpea. Donc quand ces gens-là se barrent, généralement, ils rachètent pas derrière dans les 6 mois. Donc faites très attention par rapport à ça. La cotation du titre Orpea, donc ça je vous l'avais dit, par rapport à la suspension de lundi matin, derrière ils perdent 50%. Donc c'est pas du tout bon ce qui se passe pour Orpea, je vous invite éventuellement à vous en éloigner avant d'en savoir un tout petit peu plus. Crédit Suisse approche un fonds du Moyen-Orient pour une injection de capital. Il voulait pas en parler, donc ça fuite, et il y a beaucoup d'informations qui fuitent, qui ne sont que des FUD ou que des rumeurs, jusqu'à preuve du contraire. Finalement, ça se confirme par rapport à leur perte de 4-6 milliards de francs suisses, me semble-t-il, en termes de pertes. Donc finalement, ça a été confirmé vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et d'Abu Dhabi. Ils vont faire une augmentation de capital égale une dilution. Hein, donc on évite d'acheter des actions Crédit Suisse, surtout si on sait pertinemment qu'il va y avoir en fait une dilution au niveau des actionnaires. Généralement, si vous ne rachetez pas entre guillemets vos propres, enfin si vous ne participez pas à l'augmentation de capital, et ben vous vous faites tout simplement diluer. Qu'est-ce que se passe quand on est une entreprise qui continue à se faire diluer sur diluer avec des émissions d'obligations convertibles en actions? Et ben en fait vous avez tout simplement une dégradation, ni plus ni moins, malgré une soutenabilité au niveau des finances de l'entreprise, une dégradation lente, tout simplement, de l'action en question. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont, et c'est fou de dire ça, ils n'ont indirectement plus accès au crédit sur les marchés financiers. C'est fou, hein? Vous avez une entreprise française qui est typique pour ça, qui n'ont plus accès au crédit, hein, c'est Local. Local continue à se déprécier, de se déprécier. Je vous rappelle que Local, c'était un fleuron français, mais comme jamais, qui avait été valorisé à près de 3000 € l'action. 3000 € par action. Aujourd'hui, on parle d'un truc à 70 centimes. Mais, alors, étant en faillite depuis maintenant de très très nombreuses années et qui ne se financent que par des actions et des obligations convertibles en actions, en réalité c'est ceux qui sont encore là, qui sont tellement sous l'eau, qui continuent à rajouter au bas-filet, n'y allez pas. Hein. On continue à déprécier, jusqu'à finalement la faillite totale. Et c'est finalement un échec cuisant qu'on pourrait éventuellement observer. Et vous le voyez très bien par rapport à l'OBV, c'est une dépréciation totale et je suis actuellement en weekly. Néanmoins, deux petites choses dans lesquelles j'ai investi encore récemment, c'est NIO. Pourquoi NIO? Parce que NIO est juste 20 fois moins, entre guillemets, valorisé que Tesla. Et je pense qu'ils ont aussi des armes. Et le marché chinois, aujourd'hui, par rapport à des tensions sino-américaines, fera en fait en sorte de sortir les Américains, entre guillemets, du marché intérieur de Chine. Et les Chinois, en fait, ont une potentielle de croissance
mais c'est quasi infini en réalité, par rapport à leur marché interne. Donc je fais pas forcément confiance en parti chinois, je dis juste que ce type de choses, si ça doit marcher, eh ben ça marchera très fort. Et le potentiel en fait de gain, si vous reveniez par rapport à la moyenne de la réelle valeur de cette entreprise, c'est nettement encore en dessous, si vous voulez, de Tesla par rapport à la valorisation et la capitulation vis-à-vis des rendements qu'ils génèrent. C'est 250% d'augmentation au niveau de NIO, et puis j'ai regardé quelques vidéos qui éventuellement appuie ce raisonnement pour un investissement un petit peu pris à l'aveugle, mais on est dans le désespoir. Snapchat, c'est pareil. Vous avez finalement une information qui n'était pas forcément mauvaise. En fait, on gagne des abonnés, on gagne de l'argent, enfin, on fait plus de revenus par rapport à N-1. Vous avez ici, qui a été rapporté 1,2 milliard ou 1,1 milliard de dollars au niveau du chiffre d'affaires. Si vous venez en un an en arrière, juste ici en 2021, on était à 1 milliard. Bon, en fait, ça continue à gagner de l'argent, peut-être avec une soutenabilité moins vive, si vous voulez, par rapport à N-1 ou N-2. Enfin, sur N-2, c'est quand même assez délirant, parce que ça marche plutôt pas trop mal pour le coup, WhatsApp, hein, on a quasiment doublé, hein, ok, donc 600 000, 500 000, etc. Donc, quand on regarde comme ça, à chaque fois qu'il y avait des parutions, vous le voyez comme moi, hein, une parution ici, et ben ça décroche, que ce soit vert ou que ce soit rouge. Hein. Ici, ça décroche, ici, ça décroche, ici, ça décroche, ici, ça décroche, mais c'est racheté. Eh oui, c'est ça qu'on attend. C'est immédiatement racheté. Et ça, je me dis, ok, on est parti prendre de la liquidité sur des précédents lots. Honnêtement, on est sous un 886 et les 886, je les j'achète. En réalité, je regarde cette action depuis très longtemps parce que je suis Snapchat de loin avec un œil relativement fin. Et derrière, je ne peux malheureusement pas acheter là, je ne peux malheureusement pas acheter là. J'aurais potentiellement pu acheter là, mais c'était pas vraiment le bon moment. Ici, si vous voulez cette action, eh ben, il faut peut-être pas trop attendre, quoi. Même si c'est pas bon au niveau de conjoncturel. C'est un investissement. En somme, je me mets 10 000 balles là-dedans. D'accord, c'est ma position que je décide. Et bien ici, je mets 2500. Donc je peux encore perdre 70% de ma valorisation, il n'y a pas de problème. Mais je ne connais pas l'avenir. Et je pense que ce prix-là est relativement à bon prix par rapport à tous les indicateurs techniques que vous pouvez avoir sur les marchés traditionnels. Et côté crypto, c'est plutôt, vous pouvez bien sûr l'imaginer, davantage de la psychologie qu'on peut éventuellement trouver actuellement sur ces marchés. J'ai fini sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.